Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Triangle Socle du Congo. Nous revenons aujourd'hui pour continuer notre sujet autour de l'espace, comprendre l'étendue de la grandeur de Dieu à travers l'univers. Nous en avons parlé la semaine passée, vous étiez nombreux à poser des questions. Nous revenons sur ce plateau avec Messieurs Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêts à répondre aux questions, hein? Très prêt. Elles sont multiples, alors Tant mieux. nous essayerons au cours de l'émission d'aujourd'hui de comprendre d'abord en quoi est constituée notre galaxie. Nous avons un petit document qui va expliquer, avant que vous ne preniez la parole, mais aussi revenir sur tas de questions posées par des Congolais qui voudraient bien comprendre en quoi d'abord, je veux commencer par cette question, en quoi de telles recherches pourraient être utiles aux générations futures, parce que la Terre nous appartient et que nous n'avons pas autre espace de vie que celle-ci. Oui, si nous insistons sur ça, c'est tout simplement pour essayer un peu de nettoyer le cerveau de l'homme. Parce que nous ne devons pas ignorer que l'homme n'a pas commencé avec les degrés d'intelligence que nous avons. Et que par le passé, l'homme posait des actes qui aujourd'hui sont considérés comme étant des actes de barbarie, alors qu'à l'époque c'était normal. Par exemple, quand il y avait le combat des gladiateurs, à l'époque romaine, mais les gens se tuaient devant l'empereur. C'est-à-dire qu'ils se bagarraient et les vainqueurs tuaient, étaient autorisés à tuer l'adversaire vaincu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter ça? Or, il n'y a pas très longtemps qu'on a vécu de telles histoires. Donc, on voit même l'esclavagisme. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore accepter l'esclavagisme? Mais il fut un moment, c'était quelque chose de normal et de bien. D'honneur aussi pour ceux qui détenaient Mais des esclaves et qui donc, c'est les pour dire servaient. que l'intelligence de l'homme évolue. Et nous devons intégrer ce que nous sommes en train de dire dans cette évolution de l'homme. Est-ce que l'homme doit-il continuer à concevoir les choses comme par le passé, ou il doit changer la façon de réfléchir, mais changer cette façon de réfléchir sur base de quoi? Il doit avoir des repères pour changer. Et pour vous, les repères sont situés à des millions, et voire des milliards de kilomètres de là où nous vivons, de notre espace vital. Alors, je voudrais d'abord qu'on essaye un peu de comprendre en quoi est constituée notre galaxie. On parle même de plusieurs galaxies, mais d'abord, la nôtre, qui compte 8 planètes. Alors, je ne sais pas si c'est cela, mais vous allez me corriger peut-être après. Mais ici, prenons d'abord cet élément pour comprendre notre système, dans quoi nous vivons et comment il fonctionne. Après cet élément, on reviendra alors pour continuer avec les questions des téléspectateurs. Toutes les étoiles visibles à l'œil nu dans le ciel sont dans la Voie lactée, notre galaxie. Il y en a environ 5000 qu'on peut observer simplement en regardant le ciel la nuit. Au total, on estime environ 300 milliards le nombre d'étoiles dans notre galaxie. La voisine de la Voie lactée s'appelle la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Elle est environ 2 fois plus grande que la Voie lactée et plus jeune, de 3 milliards d'années environ. Le ciel va beaucoup changer dans le futur, parce que la galaxie d'Andromède fonce sur la Voie lactée à 110 km par seconde. D'ici 5 milliards d'années, c'est-à-dire à un moment où le Soleil se rapproche de sa fin, nos deux galaxies auront terminé leur collision et formeront une seule gigantesque structure. Le plus fou là-dedans, c'est que les distances moyennes entre les étoiles sont si grandes qu'il n'y aura probablement aucun choc d'étoiles ou de planètes pendant toute la durée de la fusion. Ce que je vous montre à l'écran, c'est l'image la plus précise de la galaxie d'Andromède, dévoilée en 2015 par Hubble. Vous allez voir passer devant vous environ 100 millions d'étoiles. Ce qui peut agiter l'imagination, c'est tout ce qu'on ne voit pas sur cette image. Les planètes de ces étoiles, tous ces mondes inconnus qui avancent dans l'espace comme nous, peut-être avec de la vie, pourquoi pas de la vie intelligente. Des êtres qui nous cherchent ou qui nous ont peut-être déjà découverts. Des sociétés, des guerres, des philosophies dont on n'apprendra jamais l'existence. Et surtout, la réalisation que cette galaxie tout entière, comme la nôtre d'ailleurs, n'est rien à l'échelle de l'univers. Il y a 5 ans, on pensait que l'univers contenait environ 170 milliards de galaxies.
Maintenant, on pense qu'il y en a environ 2000 milliards, ou plus. C'est une unique façon de se rendre compte à quel point nous sommes petits, mais aussi de voir de plus près ces étoiles si lointaines qui feront pourtant partie un jour de notre propre galaxie. Voilà, ce qui est beaucoup plus marquant ici, on parle de 170 milliards de galaxies. Je ne sais pas, au-dessus de notre tête ou en dessous de nous, je ne sais pas, parce que déjà, la Terre elle-même ne forme qu'une boule peut-être plus petite que tant d'autres géants que l'on retrouve dans l'univers. Mais ce qui fait encore beaucoup plus effrayant, c'est d'apprendre que la mort de notre Soleil est déjà programmée. Donc, la mort de notre Soleil n'est pas programmée. C'est une évidence. De ce comme l'homme naît et l'homme mourra. On ne peut pas dire que la mort de l'homme est déjà programmée. C'est ça la nature même de l'homme, de naître et de mourir. C'est évident. Donc le Soleil, c'est la même chose. Notre étoile qu'on appelle Soleil, c'est la même chose. Il y aura le Soleil est né, notre étoile est née et notre étoile va mourir. En naissant, notre étoile a donné naissance aussi, engendré les planètes, les 8 planètes dont nous parlons, y compris la Terre, notre planète Terre. Et en mourant, notre étoile va aussi mourir avec la Terre. C'est une évidence. Alors, parce que dans l'univers, de tels cas se sont déjà beaucoup produits. Beaucoup. Ça se produit chaque jour. Il y a de nouvelles étoiles qui naissent et il y en a qui meurent. C'est un cycle normal pour les étoiles. Oui, c'est à notre insu. On n'a pas besoin de s'effrayer pour cela, mais apprendre que c'est des choses qui existent et qui sont tellement géantes que nous ne pouvons pas nous mesurer par rapport à leur puissance et surtout leur influence sur le fonctionnement du système. Et ça pose quand même question. Oui, c'est-à-dire que c'est nous, hommes, qui sommes un peu, pas naïfs, parce que les choses se découvrent petit à petit. Ce n'est pas la naïveté de l'homme, mais c'est le degré d'évolution intellectuelle de l'homme qui fait que nous puissions comprendre les choses petit à petit. Si aujourd'hui, il y a encore des gens qui doutent sur cette mort de notre planète ou de notre système solaire, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que les autres ont déjà compris. Mais ceux qui ont déjà compris savent que le Soleil va mourir. Et peut-être la fin du monde aussi, on peut l'imaginer. Est-ce que les scientifiques peuvent aussi nous en dire quelque chose? Apparemment, Ils ont déjà dit. Il y a plusieurs possibilités de la mort de notre planète. Il faut distinguer la disparition de l'homme sur Terre qui peut précéder avant la mort de la planète Terre. Et la mort de la planète Terre peut précéder la mort du Soleil. Ce n'est pas que nécessairement tout doit se faire au même moment. Parce que les dinosaures ont existé, les preuves sont là. Mais qui a déjà vu un dinosaure? Pourtant, ils ont existé ici sur Terre, mais on n'en voit plus. Parce qu'il y a eu une phase de disparition de ces êtres vivants-là. Et la Terre était toujours Terre. La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. Mais les dinosaures ont disparu seulement il y a 65 millions d'années. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas très longtemps. Par rapport à la naissance de la Terre, il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres êtres vivants qui viendront découvrir les vestiges laissés par les humains et ils pourraient aussi peut-être s'étonner comme nous, par moments, quand nous voyons des squelettes aussi impressionnantes des dinosaures. Mais bien sûr, on ne sait jamais. Parce que nous, notre mort, soit nous mourrons avec tous les autres êtres qui sont gros, c'est-à-dire les baleines,
les chimpanzés, gorilles, peut-être nous mourrons au même moment qu'eux. Et qu'il y aura peut-être des petits êtres, genre Oui, mais des souris. aujourd'hui, d'ailleurs, on parle même de la disparition de certaines espèces, Non. animales notamment, les baleines. Oui, la disparition de ces Est-ce que animaux. c'est dans le même processus de Pas la nécessairement. disparition totale des Non, pas êtres vivants que nécessairement. nous avons aujourd'hui? Parce qu'il y a des animaux qui ont disparu tout simplement par destruction de l'environnement. La biodiversité n'a pas bien fonctionné et ils sont morts, ils ont disparu. Soit que c'est l'homme qui les a fait disparaître, soit que c'est la nature ou d'autres êtres vivants qui les ont fait disparaître. Est-ce que Ça existait. Oui, terminez l'idée. Mais la disparition de l'homme, c'est-à-dire il y a beaucoup de scénarios qui sont déjà imaginés. Soit que l'homme peut disparaître seul, avec juste quelques animaux de notre gabarit, les gorilles, les éléphants, tout ça, on peut disparaître. Et cette disparition peut être à la base, disons, ce qui peut être à la base de cette disparition, ça peut être un astéroïde ou une comète qui s'abattrait sur la planète Terre et qui provoquerait certains phénomènes qui ne pourront pas permettre à l'homme de survivre ou aux autres êtres vivants de survivre. Est-ce que quand on parle des changements climatiques aujourd'hui, c'est la question d'un téléspectateur qui voudrait comprendre, parler des changements climatiques aujourd'hui, ça nous donne l'idée de l'avenir incertain de cette planète dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Entre autres. Parce que ces changements climatiques vont arriver jusqu'où? À quel moment nous dirons que le changement climatique maintenant est terminé et le monde va vivre dans la stabilité? Et quand on sait que l'origine de la Terre, depuis que la Terre a commencé, il y a eu beaucoup de changements climatiques. C'est-à-dire les efforts que nous fournissons aujourd'hui au regard... en fait, il y a même des politiques gouvernementales conçues dans plusieurs pays pour, et même au niveau international, pour réduire l'exploitation peu orthodoxe de l'homme, de l'environnement, pour préserver le changement climatique. Pour vous, ces efforts-là ne pourraient rien apporter si c'est déjà acté, je ne sais pas, Dieu ou le système tel qu'il fonctionne dans l'univers? Bon, il y a de quoi rigoler, mais il y a aussi de quoi prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, l'action de l'homme, il est prouvé que l'homme intervient ou est intervenu dans la destruction de la couche d'ozone, qui nous protège contre les rayons solaires nocifs. Parce qu'on parle déjà même du temps du confinement. Pendant qu'on a vécu la crise profonde du Covid-19, il y a eu moins d'activités industrielles, ce qui a permis à ce que la planète puisse un peu respirer pendant ces 2 dernières années. On peut dire que les activités de l'homme y est pour quelque chose. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas dire non que les activités de l'homme n'y sont pour rien. On ne peut pas dire ça. C'est-à-dire l'homme contribue aussi à abîmer sa propre planète. L'homme contribue. Mais moi, là où je me pose toujours la question, est-ce seulement l'action de l'homme pour justifier tout ça? C'est là où je dis, je ne suis pas convaincu que ça ne soit que l'action de l'homme. L'action de l'homme y est pour quelque chose, peut-être à un niveau moindre, par rapport aux autres actions de l'univers. Non, mais la préservation de l'environnement, on parle aussi des petits gestes qui peuvent bien aider. Ça va aider, ça peut aider. Mais qu'il y ait ça ou pas, la fin du monde, la fin de la vie sur la planète Terre est indéniable. Donc on peut retarder peut-être cette fin de 100 000 ans ou de 200 000 ans, mais dans l'échelle de l'univers, 200 000 ans, 100 000 ans, c'est rien. Donc, une raison pour laquelle je dis, mais est-ce que les autres mouvements, parce que la Terre tourne, fait des mouvements. Dernièrement, d'ailleurs, on a constaté les ralentissements de la rotation de la Terre. C'est-à-dire, maintenant, c'est 24 heures, ça risque de faire 24 heures et quelques secondes ou quelques minutes. C'est déjà constaté par les... Est-ce que c'est l'homme qui a provoqué ça? Point d'interrogation. Maintenant, nous avons vécu dans la phase de glaciation.
que les continents étaient unis, maintenant ça s'est séparé. L'Afrique et les États-Unis et l'Amérique formaient un bloc, maintenant il y a une séparation. En combien de temps cela s'est passé? En plusieurs milliers ou millions d'années. Mais est-ce que l'homme est intervenu? Maintenant, quand l'homme n'est pas intervenu, mais il y a eu beaucoup de changements sur cette planète Terre. Quand on parle de la glaciation, mais c'était froid. Mais est-ce que c'est l'homme qui est intervenu pour réchauffer encore la Terre? Donc, nous avons l'action de l'homme qui peut contribuer, ok. Mais aussi le fait des mouvements, parce que le monde n'est pas statique, le monde bouge. Ou sinon le poids de l'âge de l'univers aussi, des galaxies, des planètes. Tout ça, ça peut aussi intervenir, parce que notre galaxie tourne aussi, fait une rotation. Et la vitesse de rotation, pour que notre galaxie, la Voie lactée, fasse un seul tour de rotation, c'est 225 millions d'années. Donc, Donc nous, on ne peut même pas vivre un seul tour. Mais justement, mais depuis que notre galaxie existe, il n'a fait que 25 tours. Ouh. Vous voyez que 25 tours depuis que notre galaxie existe. 25 tours. Parce qu'un tour, c'est 225 millions d'années. Et à chaque tour, on peut quand ça fait s'imaginer des scénarios. Mais justement, donc on ne sait jamais. Parce que quand ça tourne comme ça, et ça tourne d'une façon régulière, est-ce qu'il y a des planètes vagabondes ou des comètes vagabonds qui peuvent déranger encore? On ne sait jamais. Donc nous disons que comme la fin du monde est établie, confirmée même par la Bible, on ne peut plus avoir de doutes là-dessus. Celui qui veut douter scientifiquement qu'il y aura la fin du monde, mais qui ne serait plus dans la Bible. Voilà. Mais sinon, tout ça, il faut observer. Alors, l'observation requiert beaucoup de moyens que nous, Congolais, nous n'avons pas encore mis en place. Et même nous n'avons pas des écoles spécialisées pour aider les jeunes et surtout même les passionnés, ceux qui voudraient bien faire cette spécialisation, à comprendre comment l'univers fonctionne. Mais est-ce qu'on peut avoir bien des politiques qui peuvent aider le pays, par exemple, à contribuer dans ces efforts qui sont faits au niveau même mondial par les grandes puissances, surtout aujourd'hui? Est-ce que notre pays peut prendre aussi part? Mais pourquoi pas? En commençant par nos universités. Nous avons, par exemple, à l'université de Kinshasa, la faculté de physique. Très peu d'universités créent des facultés de sciences. Bon, ici, il y a la faculté de sciences, et au sein de la faculté de sciences, il y a un département physique. Mais combien d'universités ici au Congo s'intéressent à la faculté, au département physique? Si on regarde des moyens qu'il faut engager pour... Non, pas nécessairement. Non, mais en termes de matériel didactique, d'abord déjà, pas nécessairement. Il faut avoir des laboratoires, des centres d'observation, c'est des moyens. Hein. On pouvait les avoir, mais c'est un désintéressement. Toutes ces facultés qui naissent, ces universités qui naissent, c'est la cupidité. Non, mais je ne pense ils pas. Ils cherchent des sciences où les jeunes gens viendraient facilement, ils sont 1000 dans un auditoire, ils payent des minervales. C'est ça qui les intéresse. Il n'y a que ça qui les intéresse. Mais par contre, développer une science comme dans les départements physiques, ce qu'on nous apprend toujours, c'est traditionnel, la physique, la vitesse, la masse. Mais ça, c'est traditionnel. Mais il y a des évolutions, il y a des recherches qui peuvent être faites ici chez nous. Même quand on parle de la physique quantique, on peut avoir une spécialisation chez nous en physique. Mais qui s'intéresse à ça? Et puis, ça, c'est l'infiniment petit. Parce que la physique s'intéresse à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. Vous ne voulez pas admettre les problèmes liés aux moyens, parce que vous parlez dans un pays où, de bout en bout, trouver un télescope, ça pose problème. Déjà, d'ailleurs, vous avez pensé à un tel projet, vous cherchez à installer le télescope au niveau du Congo central, dans une montagne qui porte votre nom. Peut-être prochainement, on aura l'occasion de voir les images, mais sinon, comment vous concevez ce projet et comment vous comptez le réaliser? C'est-à-dire, c'est par pitié. Quand on voit les documentaires tels que cette science, ce domaine-là évolue, et tel qu'on vous dit, telle université, ils ont découvert ceci,
Parce que ce n'est pas la découverte d'une seule université ou d'un seul centre. C'est beaucoup d'universités qui font ça. Alors, moi j'étais frappé quand j'ai visité l'Observatoire de Paris. Combien de personnes s'intéressent à ça? Même nos frères qui sont là-bas, ils vous parlent de Place Vendôme, Élysée, tout ça. Est-ce qu'ils vous ont déjà parlé de l'Observatoire de Paris? Alors, quand on découvre de telles choses, vous dites, mais chez nous, comment on n'a jamais vu un observatoire, ne fût-ce qu'un tout petit télescope qui peut vous aider à voir ne fût-ce que Saturne ou bien Jupiter? Rien du tout. Alors que ça se vend. Et ce n'est pas très cher. Si, dans notre faculté de physique, à Kinshasa par exemple, il y avait même une branche, département physique, l'astrophysique. Vous croyez qu'il manquerait ne fût-ce que 2 ou 3 petits télescopes? Ils allaient les avoir. Mais ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. C'est comme si l'astrophysique, c'est une science faite pour les autres, alors que ce sont des sciences qui vous donnent une certaine autorité sur le plan de la moralité même. Parce que vous comprendrez à travers ces sciences que quand les gens vivent, c'est la vanité des vanités. Mais il faut les prouver. Qu'est-ce qui prouve que tout ça c'est la vanité? Parce qu'on vous enterre dans un seul un cercueil, sans costume, sans 10 costumes. On n'a jamais vu un cadavre enterré avec plus de 2 costumes. Et la vanité seulement à partir de là. Mais on pouvait aider ces gens-là à penser à la population, à penser à l'évolution, au développement de la nature. Même si nous allons mourir, au moins, c'est-à-dire la Terre va mourir, au moins avant qu'elle ne disparaisse, qu'elle soit quand même non, mais je voudrais que très vous bonne puissiez terre. situer la responsabilité. Qui est responsable peut-être de ce retard? Nous tous. Ou sinon de ces désintéressements? Nous tous. Ah oui, Parce mais... que, bon, moi je sais, vous avez parlé de la colline, de la montagne, où on va mettre un observatoire spatial. Mais c'est une façon de susciter. Moi, je n'ai pas d'argent, je vais chercher peut-être à travers des financements. Mais il y a des gens qui ont plus que ça, qui peuvent aussi mettre ça à gauche ou droite, même s'il y en a une centaine à travers le pays. Mais c'est bien. Mais vous savez, comme la ça, question qu'on va poser après, parce que ce sont des matériels qui s'achètent avec de l'argent, beaucoup. Ça ne coûte pas très cher. Non, il y a de l'argent. Je dis bien, il y a des télescopes, des tout petits, qui peuvent vous aider à voir, ne fût-ce qu'à bien observer, ne fût-ce que Jupiter. C'est pas $100. Mais ce n'est pas des millions aussi. Oui, mais vous allez à Paris, non loin de la mairie, la mairie de Paris. Non loin de la mairie de Paris, il y a un magasin où on vend des télescopes. Les images que nous venons de voir il n'y a pas longtemps sur l'élément qui est passé, vous pensez que c'est avec des petits moyens qu'on a pu réaliser de telles recherches? Ils ont beaucoup compris, c'est ainsi qu'ils vont là-bas très loin. Et les autorités ont compris aussi l'impérieuse nécessité à faire ça. Mais nous, si quelqu'un avait commencé, est-ce que vous croyez, s'il y avait l'astrophysique à l'université de Kinshasa, par exemple, on manquerait un petit télescope? Les télescopes de moyenne taille peuvent vous aider à voir les planètes. Mais c'est surtout des 2 000, 3 000 euros. Oui, mais c'est comme la question d'un autre téléspectateur qui disait, mais écoutez, voir tout ça et chercher à connaître tout ça, qu'est-ce qu'on gagne? C'est de même aussi ceux qui pourraient investir dans les télescopes, dans des centres, dans des laboratoires. Est-ce qu'ils gagneraient? Mais justement, mais si les universités gagnent, une université comme Harvard, mais c'est une industrie. Mais pourquoi c'est devenu une industrie? Mais parce qu'il y a des sociétés où... Vous parlez d'une école qui pèse environ $20 milliards. Hein, mais est-ce que cet argent... de budget? Mais provient d'où? Les grandes entreprises peuvent demander, même pour fabriquer un télescope, mais ils peuvent demander aussi à Harvard, concevez-nous ceci. Vous n'avez jamais touché un télescope. Comment on peut vous demander de construire un télescope ou même de participer à la construction d'un télescope? Rien du tout. Ça ne vous dit rien. Une université, nous avons des universités au Congo, aucune université n'a ne fût-ce qu'un tout petit télescope. Non, mais des universités pauvres, ça il faut aussi le reconnaître. Non. Où les enseignants vont en grève L'Ovanium, à tout moment. attention. Rappelez-vous. L'Ovanium, c'est une étudiante. Vous savez qu'il y a des enseignants en grève à l'université de Kinshasa aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque de l'Ovanium, il y avait des grèves?
Demandez ceux qui ont étudié à l'Ovanium, quand on appelait l'université de Kinshasa l'Ovanium. Mais c'est des petits princes. Vous parlez d'autre époque. Justement. Mais à cette époque-là, s'ils avaient cette idée, il ne manquerait pas un petit télescope de l'époque. Parce que l'Ovanium, c'était des petits princes. Donc, eux ne faisaient absolument rien, ne faisaient qu'étudier. C'est-à-dire, on vient faire votre lit par des travailleurs, vous allez au restaurant, vous mangez, vous laissez les assiettes là-bas, vous allez étudier. Donc, ils ne faisaient qu'étudier. Même nettoyer les habits, tout ça, ils ne touchaient à rien. Donc, c'était une très belle époque où il y avait quand même des moyens. Si le pays, à l'époque, avait quand même créé un petit centre de recherche nucléaire qui coûte encore plus cher que le télescope, et pourquoi ils n'avaient pas fait ça? Ils ont construit des grands bâtiments à l'université de Kinshasa. Vous croyez qu'acheter un tout petit télescope qui ne coûte... Les grands télescopes, disons les télescopes qui peuvent nous aider, ce n'est pas plus de 50 000 $. Ce sont des petits trucs. Parce qu'il y a des gens qui les achètent individuellement. Vous parlez de 50 000 $. Pour une université? 50 000 $. Pour une université? Quelle université dont vous voulez citer ici? Toutes les universités sérieuses. Parce qu'il y en a qui ne sont pas sérieuses, mais toutes les universités sérieuses peuvent s'offrir avec leurs propres moyens ou des moyens, parce qu'ils reçoivent des subventions. Mais il faut aussi une politique au niveau du gouvernement, ça peut beaucoup plus booster. Ça n'a rien à voir avec nous avons un ministère de ça n'a rien à voir d'abord avec le gouvernement. Le gouvernement vient, si les besoins sont exprimés par l'université, le gouvernement peut venir en aide. Et l'université n'a pas seulement comme source d'argent le gouvernement. Parce que si vous avez un département, quand il multiplie des départements à l'université, sciences sociales, est-ce que le gouvernement le refuse? Non, mais d'abord, est-ce que notre pays a besoin de ça? Mais bien sûr, mais voilà la situation dans laquelle nous nous connaissons dans les désordres, dans le mal. C'est-à-dire l'évolution. Nous devons avoir une certaine hauteur d'âme. C'est cette hauteur d'âme qui nous manque. Donc, nous devons élever nos âmes, comme disent les catholiques, élevons nos âmes, nous les tournons vers le Seigneur. C'est-à-dire, nous devons être capables, à partir de nous-mêmes, de comprendre comment fonctionne le monde, quel rôle moi je peux jouer dans le monde par rapport aux autres. S'il faut discipliner même les colonnes, discipliner les chauffeurs, des motards ou bien des taxis, tout ça. Il faut les amener dans l'espace. Non, pour les discipliner. Ce n'est pas qu'il faut les amener dans l'espace. Il faut imposer. Quand vous comprenez ce que signifie le monde, qu'est-ce qui peut être bien pour les uns ou les autres, c'est ce que vous allez imposer à tout ce monde-là. C'est-à-dire une certaine discipline. Parce que Dieu n'est pas bête pour faire de nous différents les uns des autres. Il n'est pas bête. Alors si nous sommes différents les uns des autres, comment devons-nous vivre? Il y a des plus forts physiquement, il y a des plus faibles physiquement, il y a des plus intelligents, il y a des faibles intellectuellement. Tout ça, toutes ces différences, mais il faut les gérer. Mais comment devons-nous les gérer si on ne maîtrise rien du monde? Donc la loi du plus fort va régner. Et si nous devons faire régner la loi du plus fort, mais qui va encore vivre? Parce que le faible peut aussi imposer sa loi. On voit ça avec les Palestiniens et les Israéliens. L'Israël se montre très fort, mais voilà comment les pauvres agissent. Maintenant, si ça devenait un mode de vie d'une façon internationale, que les forts doivent vivre de cette façon, les faibles doivent vivre de cette façon-là. Mais c'est le monde qui sera détruit inutilement. C'est comme là où il y avait les films et les Far West des Américains, la loi du plus fort intervenait beaucoup. Mais vous voyez comment les gens vivaient? On s'entretuait facilement. Alors, est-ce que nous avons besoin d'une telle vie sur Terre? D'où nous devons avoir de grandes idées pour les imposer dans le comportement des hommes. Mais si on n'a pas de grandes idées, on croira que non, c'est ponctuel. Non, le désordre est mauvais. D'où il faut imposer l'ordre. Et partir de quel élément? Mais pendant que vous imposez l'ordre d'une façon draconienne, parce que c'est l'État qui doit faire ça, il faut apprendre aux enfants dès le bas âge l'importance de l'ordre. Et vous dites qu'il faut partir de l'infiniment plus petit, parce que nous sommes moyens ou il y a plus grand que nous? L'infiniment, quand on parle de l'infiniment grand ou l'infiniment petit, c'est par rapport à l'ego.
égaux, c'est-à-dire vous qui réfléchissez. Qu'est-ce qu'on peut parler de votre infiniment petit, c'est-à-dire l'homme en général. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il soit infiniment petit à l'homme? C'est tout ce qui lui est soumis. Non. Et alors? Tout ce qui est inférieur à lui du point de vue dimension. L'homme à telle taille, on n'a jamais vu un homme... Non, mais vous savez qu'il y a des choses, peut-être des matières peut-être plus petites, mais aussi puissantes que l'homme. Mais justement, c'est-à-dire quand on cherche à comprendre... Il y a même des matières invisibles, mais plus puissantes. Quand on cherche à comprendre l'homme, l'infiniment petit, on part d'un certain niveau pour chercher qu'est-ce qui est plus petit que moi. Parce que quand on dissèque le corps, on constate qu'il y a des cellules. Dans les cellules, il y a des atomes. Dans les atomes, il y a des noyaux et puis des protons, des électrons, et ainsi de suite. Mais dans la physique, quand on cherche l'infiniment petit, on va au-delà des électrons. C'est-à-dire l'électron devient quelque chose de plus grand. Donc au-delà des électrons, il y a autre chose qui est plus petit. C'est-à-dire on cherche maintenant à savoir quel est l'élément le plus petit de la matière. Parce que ce que nous voyons, c'est la matière. Non, mais on le saura, mais ensuite... Vous le saurez quand? Sans recherche. Les autres le savent déjà, peut-être ils nous servent. C'est par exemple les documentaires que nous venons de voir. C'est pas nous qui avons observé justement, tout ça. Quand on va dans l'infiniment petit, on trouve jusque-là, on a encore jusque-là, quand on parle de boson de Higgs. Boson de Higgs, c'est-à-dire jusque-là, c'est la particule la plus petite, ce qu'on appelle en d'autres termes la particule de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça la plus petite particule de la matière. Quand vous avez déjà un grain de sable, c'est déjà une grande chose. Mais la particule là, le boson de Higgs, c'est tout petit. Alors maintenant, quand on évolue, nous sommes hommes, un éléphant est plus grand que l'homme, on continue maintenant à aller vers l'infiniment grand. C'est ainsi qu'on passe. Quand l'homme doit voir l'infiniment grand, il passe par l'éléphant, qui est plus grand que lui, et ainsi de suite. Allez, maintenant, vous aurez la planète, vous aurez le système solaire, jusqu'à voir maintenant les autres éléments, entre autres la galaxie. Je suivais l'élément, j'ai entendu parler de 170 milliards de galaxies. Au-dessus ou en dessous, ça, je ne sais pas. Et à quel niveau est située notre Terre? Non, c'est-à-dire le nombre de galaxies, on ne peut même pas le compter. Personne ne peut dire qu'il y a... Les chiffres que vous avancez, c'est rien. Parce qu'il y a des gens qui avancent déjà plus de 300 milliards de galaxies. Et l'homme a déjà vu plusieurs d'entre eux. Parce qu'à travers, avec surtout le télescope Hubble, qui est dans l'espace à 400 km du sol, ce télescope a vu beaucoup d'autres galaxies. Donc, on ne peut même... Et puis, il a vu pointer sous un angle, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le tour, un angle de 360 degrés, mais il a fait seulement un petit angle, là, je ne sais pas, de 10 degrés, mais à travers cet angle-là, il a vu des milliards de galaxies. Et quand il va faire un angle de 45 degrés, ça sera quoi? Donc, nous avons des milliards et des milliards de galaxies. Parce qu'on a déjà vu jusqu'à 13 milliards de kilomètres, de 13 milliards d'années-lumière. Jusqu'à 13 milliards d'années-lumière, nos yeux, à travers les télescopes, ont déjà vu ces galaxies-là. Mais ce sont les dernières, parce que l'univers est infini. Et d'ailleurs, vous aurez, d'ici quelques temps, peut-être un ouvrage que je vais publier. Et Dieu, on dit qu'il est infini. Dieu est le néant. Le titre de l'ouvrage, Dieu est le néant. C'est-à-dire, Dieu est inférieur au néant parce que Dieu ne sait pas conquérir le néant. Non, mais écoutez, ça, peut-être on va chercher à comprendre. Justement, Dieu est le néant. Dieu est supérieur et inférieur aussi au néant. Il est supérieur au néant comment? Parce qu'il conquiert le néant quand il veut. Il veut qu'il y ait des galaxies à gauche, il y en a à gauche, à droite. Donc, le néant ne l'empêche pas de conquérir. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils vous suivent, surtout développer ce sujet, ils disent, non, mais est-ce que vous êtes croyant ou non croyant par moment? Ah si,
C'est ça la force de la croyance même. C'est-à-dire quand on dit Dieu est le néant, parce que même quand la science parle du Big Bang, c'est-à-dire les détonateurs de l'existence de nos planètes, c'est le Big Bang. Mais avant le Big Bang, il y avait le néant. Mais ce néant-là, Dieu était qui dans ce néant? Mais comment est-il parvenu à dompter ce néant? Donc, c'est qu'il est supérieur, il passe, il dompte le néant, il peut aller à gauche, à droite, voguer dans le néant, mais le néant restant néant, Dieu, l'infini, c'est le néant. Donc Dieu peut créer des milliards de galaxies, mais il restera toujours quelque chose. Donc il peut créer, même s'il crée 100 et 6 combien de milliards, mais il ne pourra pas conquérir le néant. Parce que le néant reste néant. Voilà, nous sommes arrivés malheureusement à la fin, mais concrètement, s'il faut comprendre l'étendue de la grandeur de Dieu à travers l'infiniment grand. Voilà. C'est ça, comprendre Dieu dans l'infiniment grand. Parce que quand on a... C'est parce que je ne donne pas les distances, les grandeurs, les distances par grandeur. Mais quand vous voyez les grandeurs de ces distances, on vous dit que Kinshasa-Mbujimayi, c'est 1000 km. 1000 km. Mais quelqu'un peut faire ça à pied, même pendant 1 mois ou 2 mois. Il peut y aller à pied et arriver à Mbujimayi. Mais maintenant, quand on vous dit pour atteindre l'étoile la plus proche de notre étoile, du Soleil, c'est à 4 années-lumière seulement. C'est-à-dire combien? La lumière, la distance parcourue par la lumière en 4 ans. Or, la lumière parcourt 300 000 km par seconde. Donc, vous multipliez 300 000 km fois 60, vous avez fois 1 minute, fois 60, vous avez fois 1 heure, fois 24, vous avez fois 1 journée, fois 365 jours, vous avez par an, et puis fois 4, vous aurez cette distance-là. Maintenant, quand vous comparez Mbujimayi et puis Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, maintenant, on vous dit, mais Proxima Centauri, mais c'est à quelques kilomètres, 4 années-lumière seulement. Mais il y a des étoiles dans notre système solaire qui sont à plus de 20 000 années-lumière. À plus de 20 000 années. Donc, pour atteindre ces étoiles-là, il faut faire 20 000 ans à la vitesse de la lumière. Donc, là, ça devient vertigineux. Voilà. Or, il y a des galaxies. Ce qu'on vient de voir, Andromède, c'est la galaxie la plus proche de notre galaxie. Elle est à 2,5 millions d'années-lumière. 2,5 millions d'années-lumière. Et il y en a qui sont à plus de 10 millions d'années-lumière, à plus d'1 milliard d'années-lumière. Et la galaxie vue par l'homme, qui est très loin, c'est à 13 milliards d'années-lumière. Voilà, quand on va avec cette vision des dimensions, c'est là où on se dit, mais l'homme vaut quoi? Même sur le plan de l'étendue de l'homme, l'homme pèse combien de kilos? L'homme, c'est quoi alors? Ce n'est même pas, même quand on prend la ville de Kinshasa, vous prenez un seul grain de sable, l'homme est inférieur au grain de sable par rapport à la ville de Kinshasa. Alors, quand vous parlez de l'homme, et ici, on peut également s'interroger sur l'importance de l'homme par rapport aux autres créatures. On va peut-être en parler prochainement. C'est l'homme qui se donne ces kilos-là de dire nous sommes plus intelligents que les autres créatures, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ça, c'est l'homme qui s'est défini comme ça. Et peut-être il y a d'autres êtres qui peuvent être plus grands que l'homme. Nous ne savons pas encore, et ça, il faut parce que le monde invisible existe. En fait. Que vaut l'homme par rapport... Peut-être nous, hommes, nous constituons la nourriture des êtres invisibles. Qui le sait? Voilà. Voilà. Le monde est encore très ouvert, la recherche est encore très ouverte. On va en parler prochainement, sinon les téléspectateurs qui nous suivent continuent à poser des questions et nous reviendrons alors pour plus d'éclaircissements à la prochaine. Je pense que vous serez encore prêts. Ok, merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, et voilà, c'est le principe, il est l'heure. On revient prochainement sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Prenez soin de vous et au revoir.